Merci Nabil pour l'intro. Je pense qu'il a tout dit, donc j'ai peut-être pas besoin de faire la conférence au final. On va s'arrêter là. Je suis là pour vous parler du moment où le designer perd le contrôle. C'est pas forcément un moment précis, c'est pas forcément des choses qui se répètent, c'est plutôt un état dans lequel on peut être à certains moments de notre vie, de notre carrière, et on va en parler ensemble. Comme l'a dit Nabil, on est un peu tous issus en tant que designer d'un modèle de pensée dans lequel les designers sont stars. Moi, j'ai fait mes études il y a quelques années maintenant dans une école de design qui s'appelle l'École de design Nantes-Atlantique, qui est une chouette école de design que je vous recommande, aucun placement de produit. Dans cette école, les salles de cours portent le nom des grands designers du XXe siècle. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais on retrouve notamment Douglas Engelbart, l'inventeur de la souris. On va retrouver Raymond Lévy, très grand graphiste industriel et très grand designer industriel. On va retrouver Charles Eames, co-signataire d'une des plus grandes chaises du XXe siècle. Et puis on va aussi retrouver par exemple Roger Talon. Roger Talon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le designer qui a travaillé sur la première version du TGV. Donc c'est quand même quelqu'un. Donc moi j'ai été élevé en tant que designer dans ce paradigme de dire que derrière tout produit, il y a un designer. Et puis il y a quelques semaines, j'étais à Londres, à titre perso, en week-end, rien à voir avec le boulot. Et ils ont à Londres depuis quelques années un très beau musée du design que je vous invite à visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et dans ce musée, on parle beaucoup de produits, on parle un petit peu de services, pas beaucoup, mais un petit peu. Et on parle notamment de la très belle application slash service Citymapper que vous connaissez peut-être. Si en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous invite à la découvrir. Et quand on parle de Citymapper, d'un coup, on ne parle plus de designer, on parle du service, on parle de la méthode, on parle de la ville, dans quoi ça s'intègre, mais on ne parle plus du designer qui est derrière. D'un coup, on change un peu de point de vue par rapport à ça. Certainement parce que les systèmes et les expériences que nous, on est en train de concevoir en tant que designer d'expérience, designer de service, sont tellement complexes, s'intègrent dans tellement de ramifications, qu'on ne peut plus leur donner un lien de parenté qui soit un designer unique qui sera derrière ça. On va rester dans le thème de la mobilité un petit peu. Un petit alignement par rapport à ça. Pour vous, est-ce que ça, c'est une expérience utilisateur ? Hocher la tête, lever la main. Oui, non. Oui. Eh bien, pour moi, non. Ça, pour moi, c'est un iPhone avec une interface graphique à l'intérieur, et ce n'est pas une expérience utilisateur. Ça, c'est une expérience utilisateur. À un moment donné, on a des humains, des gens, vous, moi, qui éprouvent l'expérience du transport, qui ont besoin d'accomplir une tâche, de se transporter d'un point A à un point B, pour aller au travail, pour aller en vacances, pour être en vacances et arpenter la ville, pour aller passer un entretien d'embauche, pour aller boire l'apéro avec des copains. Ça, c'est une expérience. Il y a un but. Le but d'utiliser l'interface de l'application de la RATP, c'est pas un but en soi, en fait. On sert un but plus large, qui est l'expérience, en utilisant cette interface. Donc ça, pour moi, c'est une expérience. Je voulais juste poser ce cadre-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ma définition de ce qu'est un parcours utilisateur, on embrasse quelque chose d'assez global. Et dans ce parcours utilisateur, à un moment donné, on a un point de contact qui va être l'application mobile de la RATP ou l'application mobile qu'on a vue avant de Citymapper. Un autre point de contact va être le siège sur lequel on va s'asseoir dans le métro. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est sale? Est-ce que mon voisin sent bon ou mauvais? Point de contact. La petite lumière rouge qui s'allume en haut du métro et qui nous dit dépêche-toi de rentrer, si tu rentres pas, tu vas te faire écraser. Ça, c'est un point de contact aussi. C'est un service finalement. Donc tout ça, c'est un parcours utilisateur qu'on va vivre, jalonné de différents points de contact. Et en UX, on dit que un parcours est jalonné par un laps de temps, avec un début et une fin. Et puis, un objectif déterminé. Aller au travail, aller en vacances, être en vacances, etc. Ça constitue ce qu'on va appeler une expérience, une capsule d'expérience. Et en fait, aujourd'hui, nos vies, elles sont constituées de plein de capsules d'expérience, de plein d'expériences utilisateurs qui vont se chevaucher, s'entremêler, être parallèles, être concurrentes, se suivre. Je peux être dans le métro en train d'aller au travail et en même temps être en train d'apprendre l'espagnol sur l'application Babel. C'est deux expériences finalement différentes, l'expérience de l'apprentissage, l'expérience du transport, que je vais vivre en même temps. Donc finalement, ma vie, elle est complètement prise dans plein d'expériences utilisateurs différentes qui se chevauchent. Si je vous dis ça, c'est parce que si on isole ces différents points de contact de nos différentes expériences, qu'on fait un petit peu preuve d'abstraction dans cette approche, eh ben, on peut se dire que ces points de contact,
on peut les réagencer et en faire d'autres expériences. Et finalement, ça, c'est un peu notre vie vue par le design d'expérience utilisateur. Donc on se rend bien compte là, par rapport à ce que je suis en train de vous raconter, que ça, c'est hyper complexe. On est en train de concevoir des systèmes, des services qu'on ne peut pas concevoir seul. Il faut qu'on travaille à plusieurs en tant que designer. À plusieurs designers, mais à plusieurs membres d'équipe qui ne sont pas forcément des designers. Si on ne pouvait pas tout faire tout seul, s'il fallait accepter qu'on perde le contrôle sur certaines de nos actions pour qu'elles soient faites par d'autres, pour que nous, en tant que designers, on puisse se consacrer à d'autres tâches à un moment donné. Et si en fait on était en train de se dire que les équipes projets avec qui on travaille, qu'elles soient en interne dans vos entreprises ou qu'elles soient externes via des clients si vous êtes plutôt en agence ou en prestation de service, si ces équipes projets avec qui vous travaillez, il fallait qu'on arrive à les faire passer d'un état de dépendance du design et du designer à un état d'autonomie dans la démarche de design. Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à tracer un trait pour aider ces gens-là à devenir autonomes, on va parler de maturité, à devenir autonomes dans la démarche de design. Et qu'est-ce que nous, on fait là-dedans? Pour avancer et jalonner ça, moi, j'ai identifié 5 grands moments à discuter ensemble après, si vous pensez que ce n'est pas cohérent par rapport à ce que vous avez identifié, vous, dans vos pratiques. Le premier moment, c'est fais-le à ma place. Je ne suis pas du tout mature, je suis une entreprise, le design, ce n'est pas mon truc. J'ai besoin de design, par contre, je me suis rendu compte d'une certaine manière. Fais-le à ma place. Je te fais un cahier des charges, je te confie une mission. Je ne veux même pas savoir ce que tu fais, je veux un livrable, je veux du design. Fais-le à ma place. À un moment donné, si le designer arrive à bien faire son travail, il arrive à impliquer les équipes avec qui il travaille dans ce processus. On a un statut d'implication. Cette implication, elle va faire en sorte que les gens avec qui on travaille vont avoir envie de commencer à faire du design. Mais ils ne savent pas en fait si ce qu'ils font c'est bien, si c'est pas bien, ils n'ont pas de référentiel. Ils n'ont pas de référentiel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été formés. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut que ces équipes avec qui on travaille, on puisse les former. Soit par de la formation externe, si vous n'avez pas envie de le faire, soit par de la formation interne, si vous avez envie de former les gens avec qui vous travaillez. Mais c'est en passant par cette étape de formation qu'on pourra emmener les gens avec qui on travaille dans un état encore plus avancé qui sera « je le fais, mais je sais pas, c'est pas encore terrible, je suis conscient maintenant que j'ai été formé, que j'ai un référentiel, je sais que ce que je fais c'est pas top, mais je le fais, je m'accroche et je persévère ». Et nous, en tant que designer, on est là aussi pour aider ces gens-là à persévérer. Ils persévèrent et ils arrivent à un stade qui est bah, ok, à chaque fois que je le fais, c'est de mieux en mieux. Je suis de plus en plus aguerri, je suis de plus en plus autonome, je prends du plaisir dans ce que je fais. Et j'arrive à un moment donné à un état d'assimilation qui fait que j'ai assimilé des concepts de design, pas tous, on les assimilera jamais tous, même ceux qui font du design depuis longtemps, qui font qu'on emmène nos clients vers nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, vers une phase ultime qui serait j'ai besoin d'aide de temps en temps, je suis autonome sur plein de trucs, je me débrouille, mais de temps en temps, je vais avoir besoin que tu viennes me donner des conseils, des méthodes, des ajustements, qu'on fasse quelques workshops ensemble, etc. Donc tout mon propos, il est là. Il est comment est-ce qu'on passe de cette dépendance à cette autonomie, et puis comment est-ce qu'on fait franchir aux gens avec qui on travaille ces étapes pour les emmener vers cette indépendance. Comment on fait pour qu'ils aient plus besoin de nous, en fait. Les histoires, elles commencent tout le temps de la même manière. On a des équipes projets qui travaillent, qui n'ont pas forcément attendu que les designers soient là pour travailler, d'ailleurs. En général, c'est le cas. Ils commencent à travailler, puis au bout d'un moment, ils lèvent la tête et puis ils disent on va peut-être faire un peu de design là-dedans. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un designer qui débarque dans une histoire. Si le client est déjà mature ou le partenaire est déjà mature, ben, le designer arrive très tôt. S'il n'est pas mature, le designer arrive très tard. Mais à un moment donné, le designer arrive. Et puis là, il y a deux approches. Il y a l'approche 20e siècle, Roger Talon, de se dire le designer est un peu star, il va rester sur son pédestal, il va être là, il va prendre la lumière, et puis il va faire du design, et il va livrer son design. Et puis il y a l'approche qui est aujourd'hui recommandée, qui est de se dire que le designer, finalement, il est membre d'une équipe, il n'est pas dans un coin, il n'est pas glorifié, il est, au même titre que les autres, un membre d'une équipe pluridisciplinaire qui conçoit des services, conçoit des produits dans lesquels il y a du design, il y a d'autres disciplines, et ce n'est pas forcément le designer qui fait le design, pas tout le temps en tout cas. Donc on a notre équipe, et puis on a besoin d'aller vers cette assimilation, vers le « j'ai besoin d'aide de temps en temps ». Comment on fait ça? On a besoin de faire monter en maturité les gens avec qui on travaille, les faire monter en maturité, les faire monter en compétences. On a besoin d'accepter que d'autres puissent être l'équipe design, que nous, on puisse, à un moment donné, même ne plus être l'équipe design, faire un pas de recul. On a besoin de produire de la connaissance, parce que si on veut transmettre, il faut qu'on produise de la connaissance. D'une manière ou d'une autre, il faut produire de la connaissance.
On a besoin de fournir des outils, des référentiels pour que ces gens-là puissent monter en compétences. Et enfin, on a besoin de changer de posture. On a besoin de passer de voilà le livrable, monsieur le chef de projet, monsieur le client, monsieur le PO, monsieur le développeur avec qui je travaille, voilà le livrable, à comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Petite anecdote, je travaille sur un projet avec un client depuis quelques mois. J'essaye de l'emmener dans cette approche. On va l'appeler Sophie. Et on discute ensemble on était en train de concevoir la suite de notre intervention avec elle, des étapes qu'on allait franchir ensemble, des livrables qu'on allait faire. Et puis moi je pensais qu'elle avait atteint un niveau de maturité suffisant par rapport à ce qu'on faisait pour qu'on puisse justement entrer dans cette posture de dire bah, ok, on t'a donné des clés, on t'a donné des livrables, maintenant conçois, et puis nous on sera là quand il faut. Donc je dis Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et puis là, il me dit, écoute Jean-Yves, je pensais avoir fait appel à des experts, si tu veux plus travailler avec nous, je l'entendrai très bien, mais... Donc là, je me dis, ok, peut-être un peu trop tôt, on a peut-être trop accéléré les wagons, on va prendre un pas de recul, j'en reparlerai après, et en fait, on a trouvé un intermédiaire qui est de se dire, bah, ok, t'es pas assez mûr pour tout faire toute seule, nous, on considère sur certains trucs qu'on fait avec toi qu'on n'a plus de valeur ajoutée, parce que c'est de moins en moins notre métier. Donc comment est-ce qu'on t'emmène dans l'autonomie? Comment est-ce qu'on crée des livrables, des outils sur mesure avec toi pour que tu puisses faire des choses sans nous? On va en reparler. Quelques exemples concrets. Tout ça, c'est pas que des mots. Derrière, il y a des actions. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, là on rentre dans le vif du sujet, c'est que vous pouvez utiliser les méthodes et les outils que vous utilisez au quotidien en tant que designer, surtout les méthodes et les outils que vous utilisez pour faire du design collaboratif, pour vous poser en permanence la question de qu'est-ce que je peux transmettre en même temps que je travaille pour faire monter en maturité les gens avec qui je travaille. Comment est-ce que je fais pour ne pas garder toute la connaissance chez moi? Comment est-ce que je fais pour la transmettre pour que demain, ces gens-là puissent faire du design à ma place? Et à quoi ça sert? Qui a déjà fait des expériences map? Qui a déjà travaillé avec des expériences map? Ok, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est. Qui a déjà fait des expériences map en atelier de manière collaborative? Ok, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est. Très bien. Une expérience map en atelier, c'est bien parce qu'on met plein de gens dans la même salle, c'est super intéressant, et on peut assez rapidement arriver à identifier des choses, comment est-ce qu'on identifie nos laps de temps, les étapes, et puis à l'intérieur de ça, on va s'intéresser aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ressentent, les problèmes qu'ils rencontrent, et puis à un moment donné, les opportunités de conception. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est le moment où on va passer du problème à l'opportunité de conception. Comment est-ce qu'on va imaginer des solutions, même si ce sont des prémices de solutions qui après doivent être éprouvées, testées, mais en tout cas, comment est-ce qu'on va faire ce mécanisme? Et les gens avec qui on travaille, souvent, enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, mes clients, en fait, ils ont du mal à se rendre compte que les humains, ils ne sont pas très forts pour exprimer leurs besoins. Les humains, ils sont très forts pour exprimer leurs problèmes, ils sont un peu moins forts pour exprimer leurs besoins. Parce que exprimer des besoins, surtout quand on est dans le monde du numérique et du service, c'est un métier finalement. Donc ces ateliers, ils vont aussi nous aider, nous, à transmettre cet état de fait, qu'on ne va pas trouver des besoins sur le terrain, on va trouver des problèmes. Et après, il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à transformer ces problèmes en opportunités de projet. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver à un moment donné dans une situation où on va avoir des problèmes d'un côté, des solutions de l'autre. Et là, ce qui est intéressant dans la transmission, c'est que c'est expliquer aux gens que c'est pas une ligne droite en fait entre le problème et la solution. C'est un vrai processus de design. Comment est-ce qu'on construit ce processus de design ensemble et comment est-ce qu'on l'encapsule pas juste nous en tant qu'agence de notre côté pour après le délivrer au client? Et ben c'est via ces ateliers, via notamment l'atelier de l'expérience map, où à un moment donné, entre la solution et le problème, il y a l'équipe. Et c'est l'équipe qui va diverger, qui va converger et qui va concevoir. Et donc là, on est dans la transmission. Je vais passer rapidement là-dessus, parce que c'est des choses que j'ai déjà dites. Simplement, c'est intéressant aussi de les immerger dans le fait que designer, c'est raconter des histoires, c'est du storytelling, c'est des services qui se racontent, et l'expérience map est très bien pour ça. Tri de cartes, pareil, j'imagine que tout le monde va lever la main, donc je ne vais pas poser la question. Il y a quelques années, je débarque sur un projet qui avait démarré il y a 3 mois pour une collectivité publique, projet qui était dirigé par 5 directions métiers différentes, tout au même niveau hiérarchique. Donc, qui dit même niveau hiérarchique et collectivité publique dit incapacité de prendre des décisions. Donc le projet avait démarré, il fallait qu'ils refondent un gros site web, et en fait, comme c'était 5 directions métiers différentes qui avaient des avis différents, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord.
Ça faisait 3 mois. Ils faisaient des réunions. On est arrivé avec des sets pour faire un tri par carte avec eux. Et en 3 heures, on a réussi à mettre d'accord une équipe de 9 personnes qui parlaient depuis 3 mois et qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc là, en fait, au-delà de cet état de fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a aussi permis de leur expliquer ce qu'était une arborescence de contenu. Ok, on fait un tri par carte, on travaille avec du contenu, du vrai contenu. Comment est-ce que ça se range un contenu sur Internet ou dans une application? Comment est-ce qu'on fait ces arborescences-là? Pourquoi est-ce qu'on utilise des cartes physiques? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas juste en réunion en train de discuter, mais on va avoir des choses sur la table qu'on va manipuler? Comment est-ce qu'on va faire le lien entre notre pensée, nos mains et ce qu'il y a sur la table avec ces éléments physiques? Ça, c'est des clés qu'on leur donne, qui gardent, qui sont puissantes et qui sortent de nous, en fait. Et puis si on fait un tri de cartes fermé, avec des sets de cartes qu'on a prévus à l'avance, comment est-ce qu'on peut les rendre un peu ludiques? Ça, c'est un truc qu'on a fait il n'y a pas longtemps, où sur un tri de cartes, en fait, on avait 3 profils différents, c'est pas des personnages, c'est plutôt des profils, 3 profils différents qui devaient utiliser le même service. Et donc on a simplement entouré d'une petite bande de papier les jeux de cartes pour que les équipes qui travaillaient dessus puissent s'immerger en tant que profil dans l'utilisation qu'ils allaient avoir du service. C'est tout bête, ça a pris 30 minutes, et finalement ça permettait d'accompagner les choses. Pareil, le sketching, c'est super intéressant parce que dans la montée en compétence, la prise de pouvoir des gens sur ce que nous on fait, ce qui est intéressant, c'est de leur expliquer, notamment au chef de projet, comment est-ce qu'on construit un atelier, c'est quoi le timing d'un atelier, c'est quoi les étapes, pourquoi on utilise un time timer ou un téléphone ou un gong ou ce que tu veux pour arriver à les aider. Qu'est-ce que c'est que faire du wireframe, quel niveau d'attente on a sur un wireframe, comment est-ce qu'on peut aider des gens à faire du wireframe basse définition tout seul, comment est-ce qu'on peut faire rentrer dans leurs habitudes de se dire bah, ok, je suis en réunion, moi je suis pas là en tant que designer, ils sont en réunion et puis il a son petit calepin et puis il fait son petit wireframe dans son coin, il dessine des choses et puis après on en discute ensemble, mais en tout cas le projet il gagne du temps, on gagne des étapes, on accélère et là c'est intéressant. Et puis aussi c'est vous, commencez à ne pas tenir le stylo, on en reparlera. Moi je fais plein d'ateliers où je fais rien, j'ai le temps et en fait je fais rien d'autre. Et c'est là que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant si on fait autre chose. Là, il n'y a pas de photo, c'est pour la petite anecdote. Ça, c'est une méthode que j'ai apprise l'année dernière ici par un super atelier qui était animé par Pivot Lab. C'était vraiment génial. Et notamment, il parlait de ce canevas qui permet de faire des entretiens exploratoires en rangeant les questions plutôt par nuage que dans un truc hyper hiérarchisé, parce qu'on sait tous très bien qu'un entretien exploratoire, ça se passe jamais comme prévu, et qu'à un moment donné, les questions partent un peu dans tous les sens, et qu'il faut arriver à récupérer les wagons. Et avec ça, c'est beaucoup plus visuel, et on peut le faire. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a quelques semaines, on accompagne une startup sur un gros pivot qu'ils sont en train de faire, et donc on mène des entretiens exploratoires. Et moi, je voulais mener les entretiens avec une designer qu'ils ont en interne, qui est junior, mais qui connaît les processus, et puis qui sait ce que c'est que de faire l'entretien exploratoire. Et puis finalement, ils me disent, au dernier moment, ils me disent, bah non, finalement, c'est la responsable de la com qui va faire les entretiens avec toi. Sur le coup, je me dis, galère. Et puis en fait, j'ai repensé au truc et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Parce que si je le fais avec elle, en fait, c'est une super opportunité de lui transmettre la méthode. Et que demain, elle soit en pouvoir de faire les entretiens à ma place quand je ne serai pas là, pour pouvoir amener en continu des nouvelles choses sur le projet, faire de l'amélioration continue. Après, on traitera la donnée avec elle, mais en tout cas, elle sera capable de le faire. Donc le premier entretien qu'on a fait, c'était plutôt catastrophique. Elle pose une question, alors, je l'avais briefé, on s'était vu, on s'était revu et tout. Puis à un moment donné, elle dit bon, alors la V1 du projet, effectivement, n'était pas terrible. Par contre, vous voyez, on s'est équipé, enfin, on s'est encadré avec une super équipe d'experts. Dans la V2, on va y mettre ça, on va y mettre ça, on va y mettre ça, ça va être génial. Vous pensez que vous allez l'utiliser? Bon, la réponse était oui, forcément. Ce qui fait qu'après, on a débriefé, je lui ai réexpliqué ce qu'était une question ouverte, une question fermée, comment est-ce qu'on faisait pour ne pas biaiser et orienter les questions et les réponses. Et ce chemin faisant, entretien après entretien, elle a appris à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de poser une question pour s'assurer qu'elle était bien formulée. Et maintenant, j'ai confiance en elle et je sais qu'elle peut faire des entretiens sans moi et que ce qu'elle va ramener pour le projet a de la valeur. Et ça, c'est beaucoup mieux sur du moyen terme que d'avoir fait les entretiens avec la designer, même si elle est junior, qui connaît déjà les méthodes, mais qui par contre n'était pas en compétence pour les apprendre, parce qu'elle ne les avait pas suffisamment maturées. Donc là, maintenant, on est vraiment dans du transfert. Et là, c'est intéressant. Ça reprend ce que je vous ai dit, donc je vais le passer. Dernière méthode, et puis après, on passera sur une phase plutôt d'ouverture. Ma cliente Sophie, qui ne voulait pas être autonome tout à l'heure, en fait, qui ne voulait pas, c'est pas qu'elle voulait pas, mais c'est qu'elle ne pouvait pas à ce stade-là, ce qu'on a compris avec du recul.
En fait, on lui fait un kit de wireframe papier où on découpe tous les composants qu'on a fait pour le site. On met plein d'espaces blancs pour qu'ils puissent écrire. Parce que là, ils rentrent dans une phase en fait, où ils ont plein de composants pour faire des pages et ils ont besoin vraiment de travailler avec plein de métiers différents pour faire émerger les contenus. Et là, nous, on a dit, OK, c'est plus notre métier, quoi. C'est intéressant en soi, mais ça va vous coûter très cher pour pas grand-chose, enfin pour pas grand-chose, pour pas une plus-value forte. Donc faites-le vous-même. Et c'est là qu'elle nous a dit, à demi-mot, aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Donc on prévoit ce kit avec elle, on va faire 1, 2, 3 ateliers avec elle, et puis après, derrière, elle aura son jeu, en fait, sur mesure, qu'elle pourra mobiliser en atelier, et avec lequel elle pourra trouver ses contenus sans nous. Et puis après, nous, on verra avec elle. Si on se rend compte qu'il y a des composants d'interface qui sont à customiser ou à modifier, on verra avec elle. Mais en tout cas, elle fera ça sans nous. Là, elle prend du pouvoir. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on aborde avec elle la notion de composant d'interface. Pour vous, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est rentré dans les usages. Pour quelqu'un qui est du marketing ou de la communication, lui dire que ce composant de l'interface, il va être récurrent d'une page à l'autre, qu'on va pouvoir le mettre ici, mais qu'on va pouvoir le mettre là, et puis qu'on va le concevoir et qu'on va le développer qu'une fois, à la base, c'est pas forcément inné. Donc là, on rentre là-dedans. Ça, c'est intéressant à transmettre comme information. On les aide aussi à devenir puissants dans l'organisation d'ateliers de travail. Avec toutes les méthodes de design thinking que nous, on peut avoir, on leur transmet, on ne les garde pas pour nous. Ça n'a aucun intérêt de les garder pour nous. On les transmet, on les aide à pouvoir le faire à notre place. Et puis on les laisse prendre la main, on prend du recul et on les laisse faire les choses. C'est pas facile au début. Ok, vous pouvez me poser la question maintenant, est-ce que je suis encore designer dans tout ça? À quoi je sers moi dans tout ça? C'est quoi mon rôle? Là, on est en train de bouleverser le métier, on ne travaille plus comme avant. À quoi je sers? Avant de répondre à ça, on va juste parler une seconde d'expérience. Le Larousse, il dit que l'expérience, c'est la pratique de quelque chose, l'épreuve de quelque chose, dont découle un savoir, une connaissance, une habitude. C'est une connaissance tirée par la pratique. Il y a le fait de faire. C'est la mise à l'épreuve de quelque chose, le test. C'est des essais tentés sur quelque chose pour en vérifier les propriétés, l'expérimentation. Quelque chose d'assez rigide, assez fermé et strict. Le petit Robert, il est plutôt dans l'émotionnel, dans le sensible. C'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité, l'épreuve que l'on fait personnellement, individuellement. Ça, c'est une expérience. Donc si je le résume, c'est éprouver, apprendre, se confronter à, par la pratique. C'est ça l'expérience, c'est la pratique. Ça, vous le faites aujourd'hui dans votre quotidien de concepteur pour les utilisateurs. Vous leur concevez des expériences qui vont utiliser, des choses qui vont servir pour leur vie pro, leur vie perso, des choses qui vont servir pour leur vie. Et bien, nous, on fait la même chose, mais pour les équipes projets avec qui on travaille. Si je le résume, on conçoit l'expérience par l'expérience de la conception. On leur fait éprouver l'expérience de concevoir pour que demain, ils puissent concevoir à notre place. Et là, ils sont puissants. Là, ils n'ont plus besoin de nous. Et là, le métier il devient encore plus intéressant. Donc de concepteur, on accepte de devenir facilitateur. Mais on est encore garant des méthodes, des pratiques. Et on est là pour les aider. Et puis, on apprend à lâcher prise, on apprend à diriger, mais sans imposer. C'est compliqué. Quand on a toujours appris à être designer et puis à imposer un peu nos idées en tant que designer en disant « je sais qu'il faut faire que… » demain, non, c'est plus nous qui faisons ça. C'était beaucoup plus simple quand on était tout seul. Et moi, j'ai encore plein de gens autour de moi qui font du design et qui font du design tout seul. Parce que c'est dur de rentrer dans cette approche collaborative. C'est dur d'être dans la transmission, de plus être simplement dans je fais mes entretiens, je fais mes explorations, je fais mon design, je fais mes wireframes, je fais mes tests, et puis je suis un peu dans ma capsule, là, dans mon vase clos. Aujourd'hui, on explose tout ça, on ouvre tout ça. Et c'est dur, c'est fatigant, clairement. Et pourquoi on le fait? Finalement, à quoi ça sert de dépenser toute cette énergie, plus à concevoir, mais à faire en sorte que les autres conçoivent à notre place? Finalement, c'est quoi la finalité de ce truc-là? Si je reprends mes 5 étapes dont on a parlé tout à l'heure, sur comment est-ce que je fais pour faire à ma place, pour devenir un j'ai besoin d'aide de temps en temps, on a parlé de maturité. Donc on a un axe de maturité comme ça qu'il faut faire avancer. Et puis de l'autre côté, on va faire un axe, là que j'ai appelé qualité de l'expérience, mais que je pourrais appeler ROI, rentabilité, satisfaction client,
un peu ce qu'on veut, tout ce qui va être des leviers qu'on va pouvoir actionner via une meilleure expérience, via un meilleur design, c'est là-dedans. Et le postulat, c'est que plus l'équipe elle est mature, je ne suis pas en train de parler du designer, plus l'équipe elle est mature, attendez, pour faire des photos, le schéma il n'est pas complet. Je vous ferai stop. Plus l'équipe elle est mature, et plus l'expérience est de qualité. Parce que tout ne repose pas sur les seules qualités du designer. Vous avez tous travaillé sur des projets sur lesquels il n'y a aucune maturité, ou il n'y avait aucune maturité des équipes, et on est forcément frustré. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas les budgets qu'on veut, parce qu'on ne peut pas faire la recherche qu'on veut, parce que les personnes qui prennent les décisions ne sont pas les bonnes, parce que les plannings ne sont pas les bons. Ce qui fait que les projets ils avancent, ils reculent. On en parlait hier beaucoup pendant les ateliers, et ça ne marche pas. Par contre, quand on est là, les portes elles sont ouvertes. Et là c'est génial. Et là on peut faire plein de trucs. Et sans avoir rien fait, il y a déjà plein de choses qui y sont. Donc ça veut dire que à énergie et force de travail égale de la part du designer, l'augmentation de la qualité de l'expérience est dingue, selon le niveau de maturité des gens avec qui on travaille. Et si on va encore un petit peu plus loin dans l'approche, en fait c'est une recharge, c'est un ressort, c'est une recharge de compétences qu'on a créée en interne, qui fait que cette recharge de compétences, si on la mobilise bien, si on arrive, nous, à lui donner un rebond, et que ma télécommande marche, l'expérience, elle devient encore meilleure. Et on rentre dans un vrai cercle vertueux. Là, vous pouvez faire des photos. Et on rentre dans un vrai cercle vertueux où le designer, il a investi du temps pour aider les gens avec qui il travaille à devenir compétents, à rentrer dans cette haute maturité autour de l'expérience utilisateur pour que les projets soient encore meilleurs. Et là, moi, je préfère travailler dans cette optique-là que travailler dans l'optique de me dire j'ai mon savoir, j'ai ma compétence, j'ai mes méthodos, je ne partage rien. Ils auront toujours besoin de moi. Parce qu'effectivement, ils auront toujours besoin de nous. Là, ils ont toujours autant besoin de nous que là-bas. Mais est-ce que vous préférez travailler sur des petits projets comme ça, où ils ont besoin de nous, mais on va faire de la maquette graphique et puis 3 wireframes? Ou est-ce que vous préférez travailler sur des projets comme ça, où on va avoir 2 mois pour faire de la recherche utilisateur, et puis on va être avec des niveaux de direction métier dans les entreprises pour prendre des décisions stratégiques? Moi, perso, je préfère faire ça. On ne fait pas tout le temps ça, mais quand je peux, je préfère le faire. Bah ouais. Demain, tu ne seras plus uniquement designer, tu seras designer, coach. Tu feras du design et tu coacheras les gens avec qui tu travailles pour qu'ils deviennent designers à ta place. C'est obligatoire. Maintenant que tu es coach, avant de te laisser partir, je dois te transmettre quelques clés pour que tu puisses maîtriser ton pouvoir. Attention, ces clés sont importantes. La première, c'est ne deviens pas le produit. Maintenant que tu es coach, un petit buzzword derrière, c'est plutôt cool d'être coach. C'est pas toi que tu vends, c'est pas toi qu'on achète, c'est pas toi le produit. Le produit, c'est ce qui un jour sortira sur le marché, qui aura bénéficié de tes compétences et de ce que tu auras transmis aux autres, mais c'est pas toi le produit. Donc ne deviens pas le produit. Ne prends pas la lumière à outrance pour rien, ne deviens pas le produit. Les ateliers sont des accélérateurs, ce ne sont pas des finalités. Il y a trop d'agences aujourd'hui, je m'excuse, il y a trop d'agences aujourd'hui, ou de gens qui font des ateliers, ou qui vendent des ateliers, pour vendre des ateliers. Mais qui n'apportent aucune valeur au projet. Qui sont là, ils viennent, ils font un atelier, 2 ateliers, ils sortent des super méthodes de design thinking, et puis après ils s'en vont. Hop, merci, c'était cool, on s'est bien marré, ça a duré 3 jours, 1 semaine, c'était génial, maintenant je vous laisse bien avec tout votre bordel là, moi je m'en vais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on veut faire monter les gens en compétences, si on veut demain qu'ils soient forts, bah, il faut rester avec eux, il faut les accompagner. Et les ateliers, on fait des ateliers quand il faut faire des ateliers parce qu'on n'arrive pas à faire les choses différemment. À un moment donné, il faut débloquer une situation, il faut faire se rencontrer des gens, il faut mobiliser différemment des utilisateurs. On va faire un atelier. Mais il y a plein de choses qui se font sans atelier aussi. Ne l'oubliez pas. Sois inclusif. Tout le monde peut devenir designer demain. N'aie pas d'a priori sur le fait que quelqu'un, celui-là, il n'est pas très bon.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai un petit mantra. Quand je commence un atelier ou une séance de travail avec quelqu'un ou avec un groupe, j'ai deux choses que je dis tout le temps. La première, c'est la bienveillance, parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées. Il faut s'écouter. Tout le monde peut, à un moment donné, prendre la parole et avoir des bonnes idées. Et la deuxième, c'est l'écoute active. C'est en s'écoutant de manière active, de manière concentrée, qu'on est capable d'assimiler ce que disent les autres, de rebondir dessus, de créer de la connaissance partagée et de rentrer dans une boucle vertueuse qui fait que ce qu'on dit est de mieux en mieux. Donc, soyez inclusif ou inclusive, si je veux vraiment être inclusif. Deviens éthique. Là, on est sur un truc un peu compliqué, on est vraiment à la frange de notre métier. La question de l'éthique, elle est en train de se poser de plus en plus dans ce qu'on fait, parce qu'on a atteint un niveau de maturité, nous, en tant que designer, qui fait que maintenant, on prend du recul et se dire, OK, on va peut-être aussi faire attention à ce qu'on fait, ce n'était pas forcément le cas avant. Nous, on a cette maturité, les gens avec qui on travaille et les gens à qui on transmet la puissance du design l'ont pas forcément. Ça veut dire qu'ils vont concevoir des choses à notre place, parce que c'est le deal, mais ce sujet de l'éthique, ils vont l'effleurer, mais ils vont peut-être pas forcément l'aborder comme il faut. Ça veut dire que demain, vous pouvez ne pas être dans un atelier où ils vont concevoir un parcours utilisateur pour une fonctionnalité, je sais pas moi, pour une application qui sert à gérer des flux dans une usine, par exemple. Pourquoi pas. Vous n'allez pas être là, et puis inconsciemment, parce qu'ils n'ont pas la maturité que vous avez, ils vont créer un dark pattern. Ils vont créer une utilisabilité mauvaise dans une interface où ils vont à outrance complexifier un parcours utilisateur sans s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils font ça, derrière, c'est la qualité de vie de la personne qui l'utilise qui est impactée. C'est son bien-être au travail qui est impacté. C'est ça qui est important. Enfin, la finalité, c'est quand même ça, c'est des gens qui utilisent ce qu'on fait. Donc si vous n'êtes pas le garant de ce truc-là, et vous n'avez pas le petit regard qui fait que vous arrivez à analyser ce qui se passe, bah c'est super d'avoir transmis des outils et des méthodes, mais il ne faut pas rentrer dans le travers de trop lâcher non plus. Il faut rester présent. Là, c'est complexe. Et puis, commence par des choses simples. Commence par des choses simples. On l'a vu, les méthodes que je vous ai expliquées, elles étaient simples en fait. C'est des méthodes que vous utilisez tous. Si vous ne les connaissez pas, je vais aussi citer Karine. Si vous ne les connaissez pas, elles sont très bien expliquées dans le livre de Karine Lallemand. Et en fait, c'est un peu le b.a.-ba. Aujourd'hui, c'est votre boîte à outils, quoi. Sauf que cette boîte à outils, vous l'abordez plus en disant, bah tiens, je vais faire telle méthode, mais c'est je vais faire telle méthode, et en même temps, ça va me permettre de transmettre des choses et d'emmener les gens ailleurs. Et là, c'est bien. Donc commencez par des choses que vous connaissez, que vous adaptez en vous disant qu'est-ce que je peux transmettre, et puis demain, vous attaquerez des trucs beaucoup plus compliqués, des canevas hyper complexes, mais commencez cool. Et puis le dernier point, et après je répondrai à vos questions, agis pour transmettre. À partir de maintenant, dis-toi que quand tu designs, tu transmets. Quand tu designs, tu apprends. Quand tu designs, tu ne le fais pas que pour toi et pour le projet, tu le fais aussi pour les gens avec qui tu travailles. Et tu les fais rentrer dans cette boucle, dans ce monde, dans ces outils, dans ce pouvoir de matérialiser la vie, les scénarios, les usages par le design. Tu les fais rentrer là-dedans à tout moment de ton travail. Parce que la finalité finalement demain, c'est que toi, tu sois plus designer, que les autres soient designers à ta place. Merci beaucoup. Alors nous avons un peu de temps pour des questions. Qui souhaite recevoir dans la tête la catchbox? C'est trop facile si tu la donnes. Oui, lance-la, lance-la. Bah, là-bas, j'ai vu un bras se lever, puis un deuxième là. Et après, il faut la renvoyer. Bravo. Par contre, il y a un vrai micro dedans, en fait. Super. On m'entend? Ouais. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je suis seule dans ma boîte à représenter l'UX. Et du coup, effectivement, j'aimerais bien faire évoluer les mentalités. Et ma question, c'est la suivante. Quand on a des gens qui sont complètement éloignés de l'UX, comment faire pour qu'ils soient intéressés et qu'ils aient envie de designer? De prendre le temps aussi d'apprendre. Alors, moi, ma stratégie, c'est de dire que tu transmets en faisant. Tu ne prends pas du temps pour leur apprendre, tu les embarques avec toi dans ta méthode, et c'est en les embarquant avec toi dans ta méthode que tu leur apprends.
Tu as des entreprises, par exemple, qui font ça avec leur... alors ça se fait moins maintenant, mais à une époque, quand les agences ont commencé à vendre du design thinking et que les commerciaux ne savaient pas ce que c'était, les consultants emmenaient les commerciaux avec eux en atelier. Comme ça, ils apprenaient et puis après, ils étaient plus en mesure de le vendre à leurs clients. Pour moi, l'approche, elle est un peu la même. Elle est de dire, tu continues à faire ce que tu fais, sauf que tu essaies de le faire de manière collaborative. Tu essaies d'ouvrir ta démarche en créant des moments d'atelier, de co-conception, dans lesquels tu vas pouvoir inviter des gens. Ça va commencer à créer de l'appétence, ça va commencer à créer de l'envie. Il faut que toi, en tant que designer / animateur, facilitateur de ces moments, tu puisses aussi créer du plaisir. Parce que tu le vois bien dans les expériences que tu crées, quand tu commences à créer du plaisir pour les utilisateurs, ils reviennent. Là, c'est pareil. La démarche est exactement la même, en fait. Quand tu commences à créer de l'envie, du plaisir, de l'interaction, de l'apprentissage, de la connaissance, et les gens y reviennent. Donc, je ne connais pas le contexte précis de ton entreprise, donc je ne peux pas te donner une réponse très contextualisée. Mais en tout cas, la démarche pour moi, c'est de pouvoir ouvrir. Peut-être qu'il faut que tu changes ton bureau de place. Peut-être qu'il faut que tu ailles te mettre, je ne sais pas si tu travailles avec des développeurs, peut-être qu'il faut que tu mettes ton bureau au milieu des développeurs, c'était déjà le cas. Je suis déjà au milieu des développeurs. Et peut-être qu'il faut que quand tu fais un truc sur ton ordinateur, je sais pas moi, tu fais un user flow, et tu l'imprimes et tu le mets derrière toi. Et puis les gens ils vont dire ah tiens c'est quoi ce truc, ah tiens regarde je t'explique, alors tu vois on fait un user flow parce qu'il y a différentes étapes et à quoi ça sert, et comment est-ce qu'on matérialise ce truc là, et comment est-ce qu'on fait gagner du temps aux gens parce qu'on a matérialisé sans avoir à maqueter, etc. Et tu commences à dérouler. Et puis après, ah ouais, c'est cool, c'est super, attends, on va faire ça ensemble et tout. C'est ouvrir, matérialiser, concrétiser, rendre visible. En fait, il faut rendre visible. Ouais. Il y avait une deuxième boîte qui avait été... monsieur, à droite. Ça marche. Super talk, j'ai adoré ton mindset. Merci. En tant que VP Product, moi, j'ai pas réussi à amener mes designers à aller vers une approche de cette manière-là. Enfin, vraiment, un designer, vraiment l'amener à faire ça. Tu pourrais me donner quoi comme conseil pour y arriver? T'as combien de designers? 2. Et ils travaillent sur leur quotidien et avec des équipes très tech, avec des PO, avec... C'est business, product, engineering, ils sont au milieu des bureaux avec eux. Ils font ce que tu fais, les ateliers collaboratifs, etc. Par contre, quand on en vient à la wireframe, au mock-up ou autre, c'est leur truc à eux, quoi. C'est vraiment leur truc, quoi. Faut pas y toucher, quoi. Ouais, je comprends. Comment tu arrives à péter ce silo-là? En fait, souvent, moi, ce que j'ai remarqué dans la démarche, c'est que quand tu commences à ouvrir des phases de sketching, par exemple, avec des gens, souvent le designer, il va se dire, oh là là, mais lui, il sait pas maqueter. Enfin, il fait un écran, son écran, il ressemble à rien. Il m'a mis un contenu comme ça dans un truc tout petit, c'est pas réaliste. En fait, on s'en fiche. Ce qu'il faut interpréter de ça, c'est l'intention. C'est, ah oui, ok, je comprends que par rapport à ton dessin qui est objectivement complètement nul, on s'en fiche qu'il soit nul ou qu'il soit bien. D'ailleurs, la question de la notion de nul est hors propos. Par rapport à ce dessin qui n'est pas du tout réaliste et avec une ergonomie qui n'est pas viable, qu'est-ce que tu voulais dire derrière? Par la matérialisation de ton info via ce dessin-là, ok, alors je comprends que tu veux afficher tel contenu en haut du site. Ah, ou que sur la page d'accueil de l'application, ah ouais, il y a telle courbe de données qui est intéressante. Même si la courbe, tu l'as mise dans un petit coin et qu'elle fait la taille d'un thermopost, tu comprends tu l'interprètes en fait en tant que designer. Et après, derrière, tu le rematérialises. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est une autre manière de faire exprimer le besoin via des gens qui vont le faire de manière finalement pas du tout mature et finalisée, même si après, plus tu le fais avec eux, et plus ils sont bons là-dedans, et plus ils peuvent le faire de manière qualitative. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est se déconnecter de c'est bien fait, c'est pas bien fait, comprendre ce qu'il y a derrière, et le réinterpréter. En fait, c'est un peu le design, quoi. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question. On pourra en discuter tout à l'heure, si tu veux. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je suis dans une entreprise où je participe à des projets différents. Et certains projets, je suis seul designer, comme on a vu première étape, et d'autres où il y a plusieurs interlocuteurs. Et je constate une difficulté quand il y a beaucoup d'interlocuteurs, c'est que tout le monde apporte ses idées, tout le monde veut avoir sa patte sur le produit. Et souvent, ce qui est retenu, ce n'est pas les idées qui aident le plus l'utilisateur, mais c'est ceux qui ont l'ego le plus fort, en fait.
Et ma question, c'est comment, quand on travaille à plusieurs, on permet de calmer ces égos forts et les atténuer, en fait. On va refaire une conférence sur le sujet. En quelques mots, moi, c'est ma vision. La seule vraie personne qui a un mot à dire sur ça marche ou ça marche pas, c'est l'utilisateur. Donc, à partir du moment où tu arrives à faire rentrer tes projets dans une démarche qui est « Ok, on a conçu un truc, mais tant qu'on ne l'a pas testé, ça ne reste qu'une hypothèse », là, tu peux arriver à faire des fourches, en fait, où tu dis bah, « Ok, tu as ton hypothèse, et bah, ok, mais c'est une hypothèse, c'est pas la vérité, c'est pas une finalité, c'est une hypothèse de conception. Cette hypothèse de conception, elle restera une hypothèse tant qu'on ne l'aura pas testée. » Et si tu rentres dans cette objectivité-là, en fait, qui est plus de l'ego ou de l'émotionnel ou de celui qui parle le plus fort qui a raison, quand tu analyses, quand tu prends ça de manière objective, tu peux faire en sorte que ceux qui ont la voix la plus faible puissent avoir raison, parce qu'à un moment donné, c'est pas eux qui parlent, c'est l'utilisateur qui parlera à leur place. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer cette démarche de manière profonde dans ta manière de travailler. Ça veut dire que quand tu conçois, il faut savoir pourquoi tu conçois pour pouvoir évaluer les choses sur des critères objectifs par rapport à des tests. Donc ça veut dire qu'il faut faire rentrer ça en profondeur dans la démarche depuis le début. Mais si tu conçois dès le début en te disant je conçois pour que ce soit testé, si je teste, qu'est-ce que je teste? C'est quoi la plus-value de mon produit? Pourquoi je le teste et qu'est-ce que j'évalue? Et bien à ce moment-là, si tu as deux propositions, tu peux arriver à les tester de manière égale et c'est l'utilisateur qui parle.